Il est officiellement 18 heures, alors je vous propose que nous commencions à l'heure. De toute façon, j'ai lancé l'enregistrement, ce qui fait que ceux qui souhaitent avoir l'enregistrement, il suffira de me le demander. Je pourrai vous le transférer, y compris si vous voulez réutiliser ou réexploiter dans un autre contexte. Faites attention parce que du coup, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, puisqu'on est en partage et on est là pour ça. Je vais essayer ce soir de vous présenter et de vous expliquer un petit peu une stratégie d'accompagnement et de mise en route des élèves qu'on qualifie aujourd'hui des élèves à besoins éducatifs particuliers. Voilà, dans le contexte de l'école d'aujourd'hui, avec toutes ces chances et ces opportunités, mais aussi toutes ces lourdeurs et ces difficultés. Je suis Dominique Durier, je suis chef d'établissement du lycée Villa-Pia à Bayonne et je vous fais part là d'une expérience de une vingtaine d'années d'enseignement et au service des élèves et en particulier des élèves à besoins éducatifs particuliers qui sont parmi tous les autres ceux qui ont le plus besoin de nous. Qu'est-ce qu'on va définir par élève à besoins éducatifs particuliers? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y en a rarement beaucoup plus que 35 par classe. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins à besoins éducatifs particuliers. D'ailleurs, la stratégie que je vais proposer ce soir s'applique facilement à n'importe quel élève, y compris si c'est un élève qui réussit bien, y compris si c'est un élève qui a des ambitions et qui veut aller très haut dans ses études, y compris si c'est un élève qui est juste un peu paumé, y compris voilà, si c'est un élève qui est normal, si tant est qu'il est normal. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, surtout cette stratégie. C'est une stratégie qui n'est pas forcément commune, en tout cas pas forcément partagée comme ça partout. Moi, j'ai la prétention d'avoir expérimenté cette stratégie avec des élèves et je peux garantir qu'elle fonctionne et que voilà, si elle est prise sérieusement en main par l'élève et ses accompagnants, voilà, je donne une garantie de résultat à ce genre d'approche. Et je peux dire par expérience que c'est quasiment à tous les coups. Voilà. Est-ce qu'il m'a Je vais couper les micros de tout le monde. Hop là. Voilà. Comme ça, il n'y a que moi qui parle en même temps. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de participer, mais voilà, vous pouvez rallumer votre micro vous-même en appuyant sur le petit symbole micro quand vous avez besoin d'intervenir, c'est possible. Voilà, donc nos élèves à besoins éducatifs particuliers et pourquoi pas tous nos élèves après tout. Voilà. Alors d'abord, je vais commencer par essayer de faire tomber une idée reçue ou faire tomber deux, trois trucs. Et surtout, ce que je voudrais, pour finir avec ça, ce que je voudrais, c'est que vous ayez le droit, que vous vous donniez le droit, que vous vous autorisiez à ne pas être d'accord avec moi, que vous vous autorisiez à être critique sur tout ce que je vais vous expliquer, sur l'approche que je vais vous expliquer, et que vous vous autorisiez à l'expérimenter aussi, à essayer, à voir que ça fonctionne, ou alors voilà, à ne pas être d'accord du tout. Après tout, chacun est libre de ne pas être d'accord. Ça fait partie du contrat. Voilà. Et à la fin, si vous voulez, on aura un temps de questions avec ceux qui souhaitent. Notamment, vous pourrez dire que vous êtes d'accord, pas d'accord, ou alors peut-être même vous aurez des choses pour enrichir un petit peu le propos et le partager avec ceux qui veulent. Alors, une première chose, voilà, une première approche, on va commencer par une petite vidéo, je vous la laisse écouter. Est-ce que vous entendez la vidéo là ? En France, comme dans de nombreux pays, on pense qu'il n'existe qu'une seule et unique forme d'intelligence. Pire que tout, on pense que les individus naissent plutôt intelligents ou plutôt pas intelligents. Chaque être humain, qu'il vive à Paris, New York ou Tombouctou, se dote d'une intelligence unique et universelle. Cette intelligence pourrait même se mesurer à l'aide d'un test mondialement connu évaluant le quotient intellectuel, ou QI pour les intimes.
Grâce à des épreuves basées sur ce que l'on pensait être l'intelligence jusqu'à maintenant, on pourrait ainsi classer les personnes en deux catégories, et les moins intelligents. Seulement, cette méthode n'est pas très exacte car elle ne prend pas en compte tous les paramètres de l'intelligence. Un jour, un chercheur américain appelé Howard Gardner s'est posé la question de ce qu'était l'intelligence. Selon lui, il est nécessaire de prendre les méthodes actuelles de mesure de l'intelligence avec des pincettes et de les remettre en cause. D'une part, les tests sont effectués dans un contexte tout à fait inhabituel où l'individu doit répondre à des questions qu'il ne rencontre pas dans son contexte de vie ordinaire. D'autre part, celle-ci se base à 80% sur des compétences limitées, plutôt logiques et linguistiques, qui ne représentent pas toutes les facettes de l'intelligence humaine. Il existe donc bien d'autres types de compétences intellectuelles. C'est d'après ces observations que le professeur a commencé à chercher les différentes compétences utiles à l'homme et à la société. Après de longues recherches, il finit par identifier 8 types d'intelligence. Ainsi naquit le concept d'intelligence multiple. Une de ces intelligences est l'intelligence linguistique. Une personne aimant lire, écrire et ayant un intérêt particulier pour les langues en général sera dotée d'une intelligence linguistique plus développée. Il est donc habile avec les mots et sait toujours exprimer clairement ses pensées. L'intelligence logico-mathématique, elle, est développée chez les personnes à l'aise avec les chiffres. La résolution de calculs ou encore la compréhension du fonctionnement des objets. Ils sont capables de comprendre beaucoup de choses liées aux mathématiques ou à la logique. D'autres personnes préfèrent bouger et faire agiles de leurs mains, elles aiment toucher ce qui les entoure et parfois même créer leurs propres objets. On les reconnaît aussi à la façon qu'elles ont de parler avec leurs mains. Dans ce cas, on parle d'intelligence kinesthésiste. Quand la musique occupe une grande place dans la vie d'une personne, c'est que son intelligence musicale est développée. Aimer chanter, composer, jouer de la musique ou encore battre le rythme sont les caractéristiques principales de cette intelligence. Il existe également l'intelligence visuelle et spatiale. Celle-ci ne concerne pas les astronautes, mais les individus ayant des facilités pour se repérer dans l'espace. Dessiner, construire ou encore suivre un plan fait partie des compétences dans lesquelles ils sont à l'aise. Il arrive parfois que certains se sentent mieux lorsqu'ils sont être dans sa bulle, aimer profiter du calme, avoir ses propres opinions et être capable de faire un bilan personnel sont quelques-uns des aspects de l'intelligence intrapersonnelle. A l'inverse, on compte aussi des personnes qui adorent développer leur intelligence interpersonnelle. Toujours prêtes à aider les autres, à entrer en contact avec n'importe qui ou à travailler en équipe, elles sont tournées vers autrui. Enfin, lorsque quelqu'un est passionné par la nature ou adore passer du temps en plein air, c'est que son intelligence naturaliste est... Ces personnes cherchent à mieux connaître leur environnement naturel et à l'explorer. Aimer collectionner et inventorier les choses qui nous entourent est aussi un signe d'intelligence naturaliste. Pour Howard Gardner, tout le monde possède ces 8 types d'intelligence, mais chacun d'entre nous les a développés différemment en fonction de son parcours de vie et de son environnement. Ce n'est donc pas la taille du cerveau qui compte, mais la dont on s'en sert. Chaque individu a donc un profil particulier qu'il peut améliorer et développer par un travail personnel. Tout le monde est donc intelligent, chacun à sa façon. Ainsi, nous sommes tous différents et bien plus intelligents à plusieurs. Alors, ça, c'était pour point de départ parce que la dernière phrase me paraît la plus importante. Il faut qu'on soit d'accord dès le départ pour dire que ce n'est pas un problème d'intelligence et qu'un profil particulier n'a pas de lien, et je vais même aller plus loin, n'a aucun lien avec l'intelligence de la personne et de l'élève qui va avec. Voilà. Heureusement, on peut être très intelligent même si on a des difficultés parfois scolaires, et inversement, on peut n'avoir aucun problème d'intelligence et se retrouver en réussite ou pas, en échec. Enfin, voilà, tout ça, c'est assez indépendant. Alors, je vais essayer ce soir de vous parler d'abord, parce que ça fait 15 ans maintenant qu'elle a été promulguée, la loi de 2005 pour l'égalité des chances. On va voir un petit peu ce qu'elle dit. C'est intéressant parce que maintenant que ça fait 15 ans qu'on dit que c'est obligatoire, autant qu'on sache un petit peu à quoi s'attendre.
Ensuite, on parlera des besoins, évidemment, on parlera d'autonomie, on parlera de ressources, et puis on parlera de communication parce que c'est important, le plus important. Sinon, on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Alors, la loi de 2005, en bref, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tous les enfants, quel que soit leur profil, quel que soit leur handicap, ont un droit fondamental, c'est celui de l'éducation. Voilà. Ça, c'est clair, c'est net, c'est écrit dans la loi et c'est opposable. Tous les enfants ont droit à l'éducation. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas si simple parce que l'éducation, d'abord, c'est large. Ça ne veut pas dire que tous les enfants ont forcément leur place dans un établissement scolaire entre guillemets traditionnel ou en tout cas parmi les plus courants, parce que certains, on ne leur rendrait pas service en les mettant dans un milieu comme ça. Ça ne veut pas dire non plus que tous les enfants vont pouvoir suivre un cursus scolaire Bac plus 12. C'est pas ça non plus. Mais c'est un droit fondamental, inaliénable, que chaque enfant a, c'est ce droit à l'éducation. Et c'est important de le prendre en compte parce que ça veut dire que c'est à l'institution de faire ce qu'il faut pour que l'enfant soit scolarisé et éduqué, et que c'est pas, et là, je vais le dire en mettant les pieds dans le plat, hein, parce que ceux qui parmi vous sont parents vont me dire que c'est toujours pas vrai, et ils ont raison. Et c'est là qu'on voit que l'institution a encore beaucoup de travail à faire. Mais ça ne devrait pas être aux parents de se battre pour obtenir ce à quoi leur enfant a droit et ce dont il a besoin. Mais ça devrait bien être à l'institution de se battre pour que chaque enfant ait ce qu'il lui faut pour progresser, avancer dans sa scolarité. Voilà. Et je le dis en tant que chef d'établissement d'un établissement à Bayonne, d'un lycée général à Bayonne. Et je sais bien en disant ça que ce n'est pas la réalité partout et que heureusement que les mamans en particulier, mais les parents en général, sont là pour se battre aux côtés de leurs enfants et pour secouer le cocotier quand il y en a besoin. Alors que dit la loi? La loi, elle dit aussi que les acteurs de l'éducation, eh bien, évidemment, c'est l'enfant d'abord, mais c'est la famille. Et elle dit bien que la famille sont les premiers éducateurs de leurs enfants, et ça c'est intéressant de le redire et de le dire. Évidemment, l'établissement scolaire, c'est un acteur de la solution aussi, parmi lesquels on trouvera des enseignants, on trouvera un chef d'établissement ou un proviseur. Proviseur, c'est dans les établissements publics, collèges et lycées. Les chefs d'établissement, c'est dans l'enseignement catholique. Mais c'est à peu près, enfin, dans ce cadre-là, c'est à peu près les mêmes fonctions. Et puis, on trouvera aussi des enseignants référents qui peuvent être dans les établissements, des personnes ressources qui aideront à la mise en œuvre de tout ça. Et puis, évidemment, on trouve aussi autour de l'enfant et de toutes ces problématiques-là un certain nombre de professionnels, des professionnels du soin, de l'accompagnement, mais aussi du médical, que peuvent être un orthophoniste, un psychologue, un médecin, un psychiatre, un thérapeute quelconque, et tous ces éducateurs qui participent à la réussite de chaque élève, puisque l'enjeu, c'est ça, hein, c'est de permettre à chacun de construire sa réussite. Voilà. Donc la loi nous le dit, c'est un droit fondamental. La loi nous le dit, tous ces acteurs-là ont leur rôle à jouer. Et normalement, quand tout le monde joue bien son rôle, tout se passe bien. Voilà. Alors, dit comme ça, c'est facile à dire. Mais la réalité du terrain, vous savez bien, et surtout ceux qui ont accompagné un enfant en situation de handicap le savent encore mieux que moi. C'est pas comme ça que ça se passe, hein, ou en tout cas, c'est compliqué de faire jouer sa partition à chacun des membres et chacun des acteurs. Et c'est bien l'enjeu de ma présentation ce soir, c'est d'être un peu pragmatique et de mesurer ensemble ce qui est possible et ce qui l'est moins. Alors, je poursuis avec une deuxième toute petite vidéo pour appuyer ce que je disais tout à l'heure et ce que je viens de dire là. Les enfants qui sont porteurs de troubles 10 sont d'abord des enfants intelligents. C'est-à-dire que tout leur système
cérébrale fonctionne bien, sauf une région qui peut être l'hémisphère gauche pour le langage oral, pour la lecture, pour l'orthographe, l'hémisphère droit pour la coordination motrice, qui va être responsable d'une maladresse, ou le cortex frontal, qui marcherait moins bien que le reste pour les enfants hyperactifs, qui ont un déficit d'attention. Et ce trouble, ils l'ont à la naissance, c'est un trouble constitutionnel, ils vont grandir avec, ils l'auront toute leur vie, et on va leur donner des stratégies pour confronter ce problème, en espérant qu'à l'école, on ait vite repéré ce trouble pour mettre en place des aménagements. Le conseil majeur pour les enseignants face à ces enfants que j'appelle des enfants à besoins éducatifs particuliers, c'est de reconnaître leurs différences, d'ajuster leur enseignement aux difficultés de ces enfants-là, c'est très simple. L'enfant dyslexique qui lit pas devant les autres, l'enfant dyspraxique qui écrit mal, on peut lui demander de faire sa dictée à l'oral. L'enfant hyperactif, on ne le sanctionne pas quand il bouge, quand il tombe, quand il fait tomber ses affaires. Et on a de la bienveillance par rapport à lui. Par rapport à l'enfant hyperactif, c'est la fermeté bienveillante. Il faut bien sûr le contenir, mais il ne le fait pas exprès, avec bienveillance. Et puis si en plus, on peut les valoriser, l'enfant hyperactif qui bouge, lui demander de rendre des services, de se lever, d'aller voir le directeur. L'enfant qui a une dysorthographie, si on lui met que des zéros tout le temps parce qu'il fait 15 fautes au début de l'année puis 10 fautes ensuite, il ne va pas voir sa progression. Si l'enseignant dit « je vais changer mon système de cotation pour toi, je vais m'ajuster à toi et maintenant je ne vais pas compter le nombre d'erreurs, je vais compter le nombre de mots justes ». Le petit gosse, d'un seul coup, il se retrouve, il avait 10 mots justes au début de l'année et il en a 15 à la fin de l'année. Au lieu d'avoir 0 à chaque fois, il va avoir sa marge de progression. Et pour chaque cas, on peut trouver une petite stratégie qui va être valorisante et qui va montrer à l'enfant qu'on a vu ses problèmes. Alors, on va en effet parler de stratégie et c'est dans ces termes-là que je vais parler ce soir parce que s'il s'agissait juste de rappeler la règle et le mode de fonctionnement normal, vous me diriez à juste titre que je suis utopiste ou que je connais bien le système, mais que ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Et puis, à la limite, ce n'est pas ce qui m'intéresse, moi, de savoir comment ça devrait marcher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je peux faire aujourd'hui, concrètement, avec mon enfant, avec mes élèves, avec ma classe, avec les jeunes que j'accompagne, comment je peux faire pour les aider concrètement, maintenant, tout de suite, parce que je n'ai pas le temps d'attendre que la maîtresse change ou d'attendre que le système, le mammouth, ait bougé. Voilà. Donc, moi, on va essayer ce soir de définir une stratégie qui va permettre à chacun de, aujourd'hui, maintenant, prendre en main la solution et trouver ce qu'il faut. Alors, évidemment, on va parler pour ça des besoins de l'enfant. Et ce sera notre premier point, hein, parce que parler de tout ça, si on n'a pas cerné d'abord, et ce sera le premier et le plus… Enfin, la porte d'entrée, c'est de cerner et de comprendre les besoins d'un enfant. Voilà, savoir est-ce qu'il a besoin d'un tire-temps, par exemple. Je vais prendre l'exemple d'un certain nombre d'élèves hyperactifs ou pas d'ailleurs, d'élèves précoces ou d'élèves à haut potentiel, à qui on va dire pour le brevet des collèges, on va te mettre un tire-temps et à travers ça, on se plante complètement parce que ce n'est pas du tout ce dont ils ont besoin. Voilà, ils n'ont pas du tout besoin d'un tire-temps puisqu'ils ont tendance plutôt à finir avant les autres, ils ont tendance plutôt à avoir fini avant la fin et en plus, ils ont du mal à se concentrer sur une longue durée et on va leur rajouter une épreuve encore plus longue. On ne leur rend pas service à travers ça. Donc, la première chose à faire vraiment, ça va être de cerner les besoins de l'enfant et pour arriver à cerner les besoins de l'enfant, il faut se faire aider ou s'aider des enseignants, évidemment, qui, eux, vont avoir une idée précise des besoins, mais aussi des parents qui connaissent souvent beaucoup mieux les enfants que les autres, hein, parce que forcément, ils les côtoient depuis un petit moment, ils les connaissent bien, mais aussi des enfants qui ont conscience très souvent de leurs propres besoins,
savoir est-ce que j'ai besoin de temps, est-ce que j'ai besoin d'espace, est-ce que j'ai besoin de spatialiser les choses, est-ce que j'ai besoin de les rendre concrètes, est-ce que j'ai besoin de sens, est-ce que j'ai besoin, enfin voilà, de cerner ça, c'est vraiment la porte d'entrée indispensable et le point de départ. Évidemment, on va avoir besoin aussi de formation ou d'information. Voilà, de se dire, mon enfant est dyspraxique, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se traduit et quels aménagements je vais pouvoir mettre avec lui. Ce n'est pas une évidence, ce n'est pas donné à tout le monde, ni pour les maîtresses, ni pour les professeurs, ni pour les parents, ni même pour certains thérapeutes, ce n'est pas une évidence. Donc, ça s'apprend. Alors, heureusement, maintenant, on a Internet qui nous permet quand même d'avoir accès à l'information et à la formation beaucoup plus facilement. Mais ça reste un vrai challenge d'arriver à se former et à former autour de soi. Alors, sur ce point-là précis, j'ai vu, moi, je suis en chef d'établissement en lycée, et j'ai vu en lycée arriver des familles avec des parents désespérés parce que depuis la maternelle, tous les ans, ils prennent leur cheval de bataille et ils vont former les enseignants, leur apprendre quelles sont les particularités de leur enfant, etc. Et quand je leur dis, mais au lycée, mais est-ce que vous avez formé votre enfant à ce qu'il est finalement, à comprendre qui il est, à comprendre comment ça marche? Et parfois, alors heureusement, souvent, il y en a qui l'ont fait, mais parfois, il y en a qui me regardent en me disant, mais finalement, on a oublié. On a formé l'enseignant de manière à ce que tous les ans, notre enfant, il ait de quoi manger, mais on a oublié de lui apprendre à pêcher à notre enfant. Et l'enjeu principal pour moi, ça va être la formation et l'information de l'enfant, puisque c'est celui qui va passer le plus de temps avec lui-même, et c'est celui qui va être là tout le temps quand il aura besoin de lui. Donc le premier, avant de former tous les autres, le premier qu'il va falloir former, et dès la toute petite enfance, c'est l'enfant. Voilà. Premier au cœur du système, c'est l'enfant. C'est lui qui a besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire que son trouble. C'est lui qui a besoin de savoir quelles conséquences ça a. C'est lui qui a besoin de savoir comment il va le prendre en main, comment il va le prendre en charge et quelle aide il a besoin de la maîtresse, du prof ou du système autour de lui. Donc ça, c'est vraiment important. Ça n'empêchera pas de former les enseignants, ça n'empêchera pas de former les camarades autour parfois, mais la première porte d'entrée, c'est vraiment la formation de l'élève. Évidemment, on prendra en compte les réalités de notre institution, voilà, avec toutes ses imperfections, et on la connaît bien, l'institution, on sait bien qu'elle n'est pas parfaite, elle est faite d'êtres humains, et s'ils sont tous comme moi, ils sont pleins d'imperfections. Sauf que c'est comme ça. Et on ne peut pas attendre notamment de la maîtresse qu'elle fasse pour un élève, 2 élèves, 3 élèves, 10 élèves, 25 ou 30 élèves, tout ce qu'il faudrait qu'elle fasse sur le papier, c'est-à-dire tout ce dont l'enfant a besoin. Alors évidemment qu'il y en a moi j'en connais des maîtresses ou des institutrices ou des enseignants d'ailleurs de tout niveau, qui font le job mieux que ce qu'il faut et qui sont des gens formidables et qui se sont formés et qui font Voilà, c'est génial quand ça marche. Mais ce n'est pas partout pareil, et puis ce n'est pas quelque chose qu'on peut… Voilà, c'est pas une compétence professionnelle qu'on peut exiger comme ça en claquant des doigts. La réalité, c'est que notre institution, elle a ses limites, que la maîtresse, elle a ses limites, que le professeur, il a ses limites, et qu'un professeur de collège ou de lycée… s'adapter à la réalité de 32 ou 35 élèves, c'est très compliqué. Il n'a pas le temps, il a un programme à boucler, il a les 29 autres élèves à gérer, il a tout ça à faire en même temps, et à bout d'un moment, il ne peut pas. Voilà, il ne peut pas faire tout ce qu'on attendrait de lui, et c'est la réalité du terrain. Voilà. Alors, on peut ne pas être d'accord, on peut se révolter si on veut, mais le résultat, c'est que lui, il ne peut pas. Il n'y arrive pas, il n'est pas formé pour ça. Donc ça, c'est une réalité qu'il va falloir qu'on prenne en compte et qu'on ne demande pas à l'institution des choses qu'elle n'est pas capable de donner. Même si sur le papier, elle devrait le faire, c'est son job, n'empêche que la réalité du terrain, c'est qu'elle n'est pas capable de le donner. Donc, il ne faudra pas lui demander ce qu'elle n'est pas capable de donner. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, dit l'expression. Donc, même c'est valable aussi pour l'éducation nationale. Évidemment, il faudra prendre en compte les contraintes de programme, parce que les enseignants, ils sont contraints par les inspections, par les inspections académiques et par tout le système. Ils sont contraints de respecter un certain nombre de programmes et un certain rythme. Et même si mon enfant il aurait besoin d'aller à un autre rythme,
le rythme, parfois, il est imposé, il est dicté par le programme. Et ça encore, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et que je ne peux pas maîtriser et qui n'est pas forcément quelque chose de grave, à condition que je le prenne en compte et que je m'adapte à cette réalité. Et puis enfin, voilà, le principe de pragmatisme, hein, pour moi, ça va être le centre du débat, c'est de se dire, c'est bien beau les règles et c'est bien beau les théories, mais en attendant, dans le concret, dans la réalité, comment je fais avec mon enfant. Alors, vous l'avez compris, pour moi, l'enjeu principal, c'est de former l'enfant avant de former qui que ce soit d'autre. Parce que la solution, elle vient par lui. Voilà. Évidemment, il sera accompagné par les parents. Évidemment, il sera accompagné par l'enseignant. Mais d'abord et avant tout, formons nos enfants, formons chaque enfant à savoir qui il est et à savoir comment ça fonctionne. Alors, les besoins de l'enfant, on le disait tout à l'heure, c'est la première chose à prendre en compte. Et il va falloir les cibler, les cerner, entre guillemets, les cibler, les connaître. Alors évidemment, l'enfant, il peut avoir besoin juste de motivation. Parfois, ça peut être suffisant. Et on travaillera avec lui sur l'orientation, on travaillera avec lui sur le sens, parce que pour lui, la motivation, c'est hyper important. Mais il peut avoir besoin aussi d'outils, tout simplement. Hein. Un enfant qui a des problèmes avec l'écriture, parfois, de trouver le bon stylo, ça peut résoudre une partie du problème. De trouver le repose-pied qui va lui permettre d'avoir les pieds un peu plus hauts, ça résoudra son problème de posture et il arrêtera de gigoter. De lui trouver un fauteuil sur lequel il a le droit de gigoter sans faire de bruit pour gêner les voisins, et ben ça, peut-être que ça rendra service à un hyperactif. Peut-être qu'un enfant qui est dyslexique et qui a un problème avec la lecture, et ben, d'avoir un peu plus de temps pour lire, ce sera précieux et salvateur pour lui. Voilà. L'enjeu de cerner ce besoin, c'est vraiment un enjeu primordial et c'est la première porte d'entrée. Évidemment, on se posera la question de la concentration, de la confiance. Voilà, comment je fais pour me concentrer? J'ai besoin de me concentrer, mais je ne sais pas faire. Voilà, c'est important que l'élève, que l'enfant soit capable de comprendre et de dire j'ai besoin de me concentrer pour apprendre ma poésie. Voilà, c'est un besoin pour moi. À l'inverse, son voisin, lui, dira moi, j'ai besoin de bouger pour apprendre ma poésie. Et ce n'est pas grave. Le tout, c'est que chacun ait compris quel est son besoin à lui. Il y en a qui vont dire moi, j'ai besoin d'apprendre pour être rassuré et pour pouvoir ensuite faire l'exercice. Et puis d'autres, ils diront mais moi, quand j'apprends, ça me coûte beaucoup, alors que faire l'exercice, je sais faire même si je n'apprends pas. Et ce n'est pas forcément grave, à condition que la stratégie soit complétée et que derrière, on puisse l'accompagner là-dedans. Donc, cerner son besoin, c'est vraiment hyper important et c'est pour ça que je l'ai mis au premier plan. C'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est comprendre comment j'apprends. Voilà. Comprendre qui je suis, comment j'apprends, quels sont mes besoins à moi, qui ne sont pas forcément les mêmes que ma voisine ou que mon voisin, qui ne sont pas forcément les mêmes que mes parents non plus, et qui sont les miens. Voilà. Et avec mes besoins à moi, je vais être capable derrière d'y répondre, pas tout seul, parce que l'institution est là pour ça, l'enseignant est là pour ça, les parents sont parfois là aussi avec lui, le thérapeute est là pour ça, on est tous là autour de lui, mais l'enjeu, d'abord, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. Ça, c'est tout aménagement qui ne commence pas par dire à quel besoin de l'enfant il répond, prend le risque d'être à côté de la plaque. Et c'est dommage. C'est dommage de se mettre à côté de la plaque quand on a plein de possibilités d'aménagement aujourd'hui. Dans les aménagements les plus fréquents, que sont le tiers-temps, par exemple, qui est donné à peu près à tous ceux qui le demandent, il faut largement se poser la question, est-ce que ça répond aux besoins de l'enfant? Je le citais tout à l'heure, non, ça ne répond pas aux besoins de tous les enfants. Donc, ça vaut le coup vraiment de se poser la question. Pour cet enfant-là, aujourd'hui, peut-être que demain, ça aura évolué, mais aujourd'hui, pour cet enfant-là, quel est son besoin? Besoin d'outils, de motivation, de compréhension, de confiance, de concentration, besoin d'organisation, besoin d'apprendre, besoin de formation, besoin de temps, besoin de cadre aussi parfois, besoin de sentir qu'on est là. Enfin, bon. Donc, tout ça, c'est assez essentiel.
La deuxième chose, mais qui découle de la première, une fois que j'ai compris mes besoins, c'est d'apprendre à me connaître. Pour l'enfant, c'est primordial et c'est central d'apprendre à se connaître lui-même. Voilà. Qui suis-je? Comment je fonctionne? Je vous raconte une petite anecdote que peut-être certains ont déjà entendue. Moi, je me suis mis à gagner un temps fou, mais vraiment un temps fou, le jour où j'ai compris qui j'étais. Parce qu'au début, quand je cherchais des vêtements, j'allais dans le premier rayon du magasin, celui qui était le plus près de la porte, et puis j'essayais les vêtements. Et j'étais dans le rayon femmes en 36. Et clairement, ce n'était pas ma taille. Ça ne m'allait pas bien. Donc, j'ai pris plus grand, plus grand, plus grand, jusqu'à tomber dans le rayon femmes en grande taille. Et honnêtement, la robe, j'arrivais à rentrer dedans, mais ce n'était pas taillé pour moi. C'était resserré au niveau de la taille, ce n'était pas adapté à mon style, c'était pas bien. Donc, j'ai été dans le rayon d'après, c'était le rayon homme, et j'ai essayé le 36 et je ne rentrais pas dedans du tout. Donc, j'ai essayé plus grand, plus grand, plus grand. Et depuis que je suis arrivé à la fin au rayon homme grande taille, et là, j'ai trouvé des trucs à peu près dans mon style et à la taille qui allait bien. Et là, le vendeur m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous m'avez dérangé tout le rayon là? Pourquoi vous n'êtes pas allé directement dans le rayon homme grande taille, vu que vous êtes un homme de grande taille? Et depuis que je sais que je suis un homme de grande taille, je vais maintenant directement dans le bon rayon et je gagne un temps fou. Savoir qui je suis, me connaître, c'est vraiment une stratégie intelligente pour gagner du temps dans la vie et gagner du temps dans tout ce que je fais. Voilà, maintenant que je sais que je suis un homme et de grande taille, et voilà, je sais que je vais avoir des comportements et des choix qui vont s'adapter à cette réalité-là. Et c'est vraiment important de comprendre et de se mettre dans cette stratégie de comprendre qui je suis pour pouvoir m'adapter à ça. Alors pour ça, on a des outils géniaux aujourd'hui. Hein. On l'a vu tout à l'heure, les intelligences multiples de Howard Gardner, c'est un vrai petit trésor hein, parce que ça permet à l'enfant de mieux comprendre qui il est, de comment il fonctionne. Est-ce que mon intelligence, elle est plutôt linguistique, elle est plutôt musicale, elle est plutôt… Pourquoi est-ce que quand j'étais petit, pour apprendre une poésie, je l'apprenais mieux en la chantant? Parce que mon intelligence musicale, elle tourne mieux et que c'est un de mes points forts. Et donc, mettre en musique mes tables de multiplication, pour moi, c'est intelligent parce que j'ai une intelligence musicale développée. À l'inverse, je sais que dans ma fille, dans le mouvement, elle apprend beaucoup mieux. Et que si je l'oblige à rester assise sur sa chaise pour apprendre ses mots de vocabulaire, je sais que je la mets en difficulté. Je l'empêche de réussir correctement en faisant comme ça. Donc vraiment, c'est important pour elle de pouvoir dire je vais être mieux debout à marcher sur les traits du carrelage pour apprendre mes mots de vocabulaire que assise à ne pas bouger devant une chaise. Voilà. Comprendre comment mon intelligence est construite, c'est vraiment me donner des stratégies d'apprentissage, des stratégies de travail qui vont être pertinentes. Quelqu'un qui a une intelligence interpersonnelle développée, il va avoir beaucoup plus intérêt à travailler en équipe et en binôme avec quelqu'un qu'un autre élève qui, lui, aura une intelligence plutôt intrapersonnelle très développée et qui travaillera mieux seul dans sa chambre, bien enfermé. Pour certains, travailler seul dans sa chambre, c'est pénalisant. Il vaut mieux être dans la cuisine, là où il y a du bruit, là où il y a du mouvement, parce qu'il va être dans l'interaction et que c'est comme ça que c'est intelligent pour lui de travailler. Donc, comprendre comment mon intelligence est construite, c'est vraiment un outil hyper efficace pour tous, hein, qu'on soit porteur de handicap ou pas, ça va être un outil hyper efficace qui va me faire gagner en rendement, en efficacité. Alors, sachons-le, notre école, aujourd'hui en France, elle est basée essentiellement sur 2 intelligences. Pas 5 ni 10, 2 intelligences. L'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Voilà. En gros, lire, écrire, compter. Voilà. Le ministre nous le rappelle suffisamment souvent. Lire, écrire, compter, il n'y a que ça qui compte. Et dans l'école, ce n'est pas faux. Il y a essentiellement ces intelligences-là qui sont mises en avant. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas réussir, et loin de là, mais ça veut dire que les autres ils vont devoir avoir des stratégies de conversion, d'utilisation de leur intelligence différemment, qui vont leur permettre de réussir aussi bien que les autres, sinon mieux, et qui par contre vont s'appuyer sur leurs points forts.
Je reprends l'exemple de l'élève qui a une intelligence musicale développée, qui va chanter ses tables de multiplication pour les apprendre. Quand il sera en classe, en contrôle, il ne pourra pas chanter. Parce que s'il se met à chanter au milieu du contrôle, le professeur va le regarder bizarre. Sauf si on lui a appris à se chanter dans la tête. Et que s'il est capable d'avoir cette musique intérieure, ce qu'il arrive très bien à faire, et ben dans ce cas-là, il pourra retrouver l'ambiance musicale qui lui a permis d'apprendre son cours d'histoire géo, parce que à chaque fois qu'il apprend son cours d'histoire géo, il se met du jazz pour se mettre dans cette ambiance musicale. Et en fermant les yeux 3 secondes au début de son contrôle d'histoire, il se remet dans l'ambiance musicale jazz et il réouvre les portes de son intelligence et sa mémorisation va être beaucoup plus facile et sa restitution beaucoup plus facile. Donc, vraiment des stratégies qui sont pertinentes. Le naturaliste, lui, va avoir tendance à regarder par la fenêtre et à se poser la question de son environnement, de regarder autour de lui, de voir un petit peu. Et ce n'est pas idiot, avant de commencer son contrôle, de regarder autour de soi, de se dire, bah, tiens, là, il y a un arbre, là, il y a un tableau, là, il y a un truc accroché dans la classe, et cet environnement autour de moi, il me parle, je lui donne du sens, etc. Et la couleur de mon stylo, elle n'est pas choisie au hasard, parce qu'elle me rappelle telle autre couleur que j'ai au moment où j'ai appris mon contrôle de telle chose. Donc vraiment, construire des stratégies autour de quelle est mon intelligence, c'est quelque chose d'intelligent, de pertinent. Encore faut-il que nos enfants, nos élèves, soient capables d'avoir compris quels sont leurs points forts, quels sont leurs points de fragilité, quels sont leurs modes de fonctionnement. Et ça s'apprend assez facilement. Alors, vous trouverez facilement sur Internet des tests pour tester votre intelligence sur le principe des intelligences multiples. Ça peut aussi se faire, c'est encore plus pertinent avec un professionnel. Il y a des psychologues ou des psychothérapeutes qui ont des batteries de tests qui peuvent éclairer sur ce genre de profil-là. Mais c'est vraiment pertinent qu'un élève il sache lui-même quel est son profil et comment ça fonctionne. Et ça va l'aider dans plein de trucs. Je prends l'exemple du cours de maths. Quand le prof fait un schéma au tableau, l'élève qui est plutôt visuel, plutôt spatial, là, ça lui parle bien le schéma. L'élève qui a une intelligence linguistique, le schéma, lui, ça ne lui parle pas du tout. Mais alors, pas du tout, je ne sais pas du tout, quoi. Et si on ne lui a pas appris à le parler, son schéma, si on ne lui a pas appris à le raconter, son schéma, il va être en difficulté. Si on lui a appris à le rendre intelligent, ce schéma, en lui parlant, en le décrivant, il va pouvoir utiliser son intelligence à lui, celle qui est pertinente et efficace, et donc se remettre en zone de performance facilement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intelligent et qu'il faut aider chaque élève à construire ça. Toujours dans la connaissance de soi, évidemment, on va pouvoir s'appuyer sur la gestion mentale. Là, je vais vous parler du travail de Antoine de la Garandrie, qui est belge, lui, il n'est pas américain comme Howard Gardner. Antoine de la Garandrie, il a travaillé sur cette notion de gestion mentale et notamment, il a décrit ce qu'on a appelé des profils pédagogiques et qu'il a classé en 3 catégories, les personnes qui sont plutôt auditifs, ceux qui sont plutôt visuels et ceux qui sont plutôt kinesthésiques. L'auditif, c'est celui qui va parler par le son. Le visuel, il va parler par la vue. Et puis le kinesthésique, c'est tout ce qui a lieu au toucher ou au mouvement, en particulier le mouvement. Après, on fera le détail. On peut aller un peu plus loin parce que l'auditif, on aura l'auditif interne et l'auditif externe. Celui qui va entendre sa propre voix à l'intérieur de sa tête. Vous savez, cette radio interne qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser. Et ce n'est pas que pour les dames. Les messieurs aussi ont cette capacité à avoir cette petite radio interne qui ne s'arrête jamais. Mais l'auditif, il peut aussi être ce qu'on appelle un auditif externe, c'est-à-dire réentendre les sons de la voix de l'autre. Voilà. Si quand je vous parle et que je vous laisse évoquer quelque chose dans votre tête, c'est ma voix que vous entendez dans votre tête, vous êtes peut-être auditif externe. Et celui-là, cet élève-là en particulier, s'il a tendance à réentendre la voix de la maîtresse dans sa tête, on lui apprendra à faire autrement parce que on sait que c'est un processus qui est très chronophage et très énergivore que de réentendre la voix de la maîtresse. Il vaudrait mieux qu'il apprenne à se parler lui-même et à toujours utiliser l'auditif, mais avec sa propre voix à lui, qui demande moins de quantité de codage. Donc, voilà, là encore, il y a des apprentissages à avoir. L'élève qui est visuel,
eh ben, on va lui apprendre à faire des dessins à côté de sa poésie. Et c'est pour ça, quand ils étaient jeunes, qu'ils avaient des pages blanches à côté des pages de poésie, parce que l'élève visuel, il avait besoin de pouvoir illustrer, et en illustrant sa poésie, il avait toute cette capacité à la comprendre, à la retenir. À l'inverse, l'élève auditif, lui, le dessin, ça ne lui parlait pas beaucoup. D'ailleurs, il n'investissait pas beaucoup cette page blanche. Il la faisait parce que la maîtresse l'obligeait à le faire, parce qu'elle n'avait pas fait faire le test à ses élèves pour savoir qu'est-ce qu'ils étaient. Mais il ne le faisait pas avec beaucoup de cœur et pas avec beaucoup d'entrain, parce que l'élève auditif, cette page blanche, elle ne lui parle pas beaucoup. Voilà. Et l'élève kinesthésique, lui, eh ben, la poésie, il préférait la mimer, la danser, la bouger, et ça avait du sens pour lui. Alors le dessin, ça lui parlait un petit peu, parce que quand on dessine, il y a la main qui bouge, et c'est des mouvements, mais c'était un peu plus conceptuel et un peu moins dans le concret du dessin. C'est important de le comprendre, ça encore, parce que dans ma stratégie d'apprentissage, dans ma stratégie de travail, je ne vais pas avoir la même stratégie si je suis auditif, visuel ou kinesthésique. Voilà. Le schéma de mathématiques tout à l'heure, on disait, pour le visuel, c'est génial. Pour l'auditif, ça ne sert à rien. Et le kinesthésique, je ne vous en parle pas. Alors, le kinesthésique, quand vous lui faites un schéma, il a tendance à avoir les mains qui bougent et il va pouvoir le retracer, le faire au fur et à mesure dans le vide, là, devant lui. Voilà, ça, c'est une manière intelligente de rendre spatial, de rendre en mouvement les schémas. Lui, ça lui parle bien quand le prof lui montre une vidéo, parce que ça bouge, parce qu'il y a du mouvement et que le mouvement, c'est intéressant pour lui. Donc, finalement, voilà, avoir compris, encore une fois, qui je suis, quel est mon mode de fonctionnement, quel est mon point fort, et comment je peux apprendre à convertir le monde d'aujourd'hui dans ce que je sais faire, c'est quelque chose d'hyper pertinent pour des élèves, quel que soit leur âge et leur profil. Et voilà, et avoir compris que je suis auditif et que donc le texte, même si c'est à l'intérieur de ma tête, parce que je n'ai pas le droit de faire de bruit, il vaut mieux que je le lise à haute voix pour le comprendre, et ben c'est intelligent. Et on a combien d'enfants comme ça qui lisent à haute voix dans leur tête parce que ça leur parle plus, parce qu'ils sont plutôt auditifs et que c'est comme ça qu'ils arrivent à comprendre le texte. Et tant qu'ils n'ont pas lu à haute voix dans leur tête le texte ne leur parle pas. Voilà. Et à l'inverse, le visuel, il est handicapé quand le prof ne fait que parler. Cette quantité de profs qui passent leur temps à parler pendant tous les cours. Et le visuel, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il s'ennuie, il regarde le plafond, il fait des dessins sur sa feuille, il est perdu et il ne capte pas grand-chose. Et si on lui a appris à celui-là à se faire des images mentales, à utiliser le discours du prof pour faire des images qu'il va retenir dans sa tête, eh ben, celui-là deviendra performant et sera capable, avec un prof qui parle comme avec un prof qui dessine ou avec un prof qui écrit, de s'en sortir. L'enjeu, c'est vraiment celui-là, c'est que quel que soit le contexte, je me donne les moyens de réussir, je me donne les moyens de ma réussite. Alors, en fonction de mon profil, que je sois auditif, visuel ou kinesthésique, eh ben, je vais me faire des stratégies de travail, des stratégies d'apprentissage, des stratégies de performance. Le but étant de trouver la meilleure zone de performance, celle qui va me permettre de réussir en fonction de ce que j'ai à faire. Donc ça, c'est vraiment un truc, dès tout petit, on peut le mettre en place. Dès le CP, et même en grande section, on peut expliquer à l'enfant quel est son mode de fonctionnement, l'aider à le comprendre et l'aider à trouver les stratégies qui vont lui être pertinentes pour lui. Voilà. Et on le voit bien, mettez devant un dessin animé un enfant qui est auditif, il va être capable de dessiner devant un dessin animé. Il va être capable de jouer avec des Legos devant un dessin animé. Et il continuera d'écouter l'histoire et il sera dans l'histoire, à fond dedans. Mais il sera capable de. Et lui, peut-être qu'une histoire audio, ça lui suffira et que le dessin animé, ça le parasite plus qu'autre chose, ça l'empêche de s'évader. Et que juste une histoire audio, ça lui suffira. Voilà. À l'inverse, le visuel, si vous lui coupez l'image et si vous passez devant lui au moment du dessin animé, vous allez le couper de l'histoire. Et vous pouvez couper le son de la télé, il continuera de suivre son dessin animé et il continuera d'être dans l'histoire. Donc, voilà. Et le kinesthésique, lui, il se mettra sans doute à gigoter devant votre télévision ou devant votre dessin animé. Et ça ne veut pas dire qu'il est déconnecté de l'histoire, mais ça veut dire qu'il va faire une connexion par le mouvement plus facilement que par autre chose. Comprendre qui je suis et développer une stratégie qui va rendre pertinente mon approche.
Évidemment, dans ces stratégies d'apprentissage, hein, on pourra se faire aider, encore une fois, par des professionnels qui sont là et qui peuvent avoir, voilà, que ce soit les enseignants, que ce soit les professionnels thérapeutes accompagnants de toutes espèces, mais aussi les parents qui connaissent bien leurs enfants. Et c'est important, voilà, de trouver cette stratégie, y compris, et je parle là pour les plus grands, parce que moi, parfois, je vois des lycéens qui sont malheureux parce qu'ils ont bien compris qu'ils avaient besoin de bouger, par exemple, pour apprendre ou pour réfléchir, sauf que nous, on leur demande d'être assis à une table et de ne pas bouger, et qu'ils sont malheureux. Et quand on leur explique qu'ils ont le droit de bouger dans leur tête, qu'ils ont le droit de s'allonger, parce que quand ils apprennent leur cours de SVT, ils se mettent allongés par terre dans la chambre, et c'est comme ça qu'il apprend le mieux. Et ben, vas-y, continue d'apprendre par terre, allongé dans ta chambre, si ça a plus de sens pour toi et que ça marche. Change pas une équipe qui gagne, fais-le. Oui, mais le problème, c'est que quand je suis en DST, je n'ai pas le droit de m'allonger par terre. Je suis à ma table et j'ai pas le droit. Et qu'est-ce qui t'empêche de fermer les yeux et de t'imaginer allongé par terre pour réactiver les zones du cerveau qui te... Voilà. Il faut connaître un petit peu le mode de fonctionnement du cerveau, et ça, on peut l'apprendre aux élèves. Hein. Vous savez que le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Notre cerveau, vous êtes tous au courant. Ceux qui ne sont pas au courant, je suis désolé de vous casser l'histoire, mais vous êtes tous au courant que quand on regarde un film à la télé, ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas des vrais acteurs, enfin, si c'est des acteurs, au contraire, ce n'est pas des vrais gens, et à la fin, elle ne meurt pas vraiment, en fait. Elle n'est pas vraiment morte, il ne l'a pas vraiment découpée avec sa tronçonneuse, et d'ailleurs, dans le film d'après, elle sera de nouveau vivante dans un autre personnage, cette actrice-là. Donc, tout ce qui se passe au cinéma, c'est pour de faux. Et pourtant, on a tous ressenti des vraies émotions devant un film. De la vraie joie au moment où c'était joyeux. On a tous ressenti des vraies inquiétudes et parfois de la peur au moment où c'était inquiétant. On a tous ressenti parfois de la tristesse au moment où c'était triste. On sait bien, notre intelligence sait bien que ce n'est pas la vérité, et pourtant, mon cerveau m'envoie quand même les bonnes informations. Mon cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Pour être plus précis, si je voulais être précis, je dirais mon cerveau limbique et reptilien ne font pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Voilà. Mon cortex, évidemment, lui, c'est incapable de faire la différence, heureusement. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est intéressant de le dire parce que je vais pouvoir le leurrer, mon cerveau. Et que mon cerveau, tiens, on va faire une petite expérience, si vous êtes devant votre écran, je vais vous proposer de fermer les yeux 15 secondes et de vous imaginer sur une plage, au soleil, avec le sable chaud à vos pieds. Vous écartez les doigts de pied, vous sentez les grains de sable se glisser entre les doigts de pied. Vous avez juste à côté de vous un verre bien frais avec une paille de ce que vous aimez bien, là. Et pas loin, vous entendez la voix des gens que vous aimez et vous êtes bien là, sur cette plage. C'est confortable, c'est agréable. Et vous voyez que vous êtes capable de ressentir une vraie émotion positive, un vrai sentiment de bien-être, alors que vous savez tous que vous êtes devant un écran, qu'on est au mois de novembre, qu'il fait froid dehors et que peut-être vous avez faim à cette heure-ci déjà. Donc, ce que votre cerveau est capable de vous amener à faire dans l'imaginaire a des conséquences réelles sur le corps. Et d'ailleurs, si on avait mis de quoi mesurer votre rythme cardiaque, on aurait pu voir que dans ces quelques secondes de bien-être que vous vous êtes offert, il y avait votre rythme cardiaque s'est adapté à la réalité que vous imaginiez, c'est-à-dire le bien-être, le soleil, les amis et tout ce qui va avec. Mon cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et pour mon élève, c'est pareil. Si j'ai besoin de bouger pour apprendre, mon cerveau ne fait pas la différence entre bouger dans ma tête et m'imaginer en train de bouger et bouger pour de vrai. Si j'ai besoin de chanter pour apprendre, mon cerveau ne fait pas la différence entre si je chante dans ma tête et le fait que je chante pour de vrai. Donc tout ça, c'est vraiment important d'aider nos enfants à comprendre comment ils fonctionnent et à trouver les stratégies qui vont les aider. Cette compréhension, elle passera aussi dans la compréhension de ce que Antoine de la Garandrie appelle les gestes mentaux. Alors, il me manque le bas, mais ce n'est pas grave. Geste mental, hein, vous savez, quand on apprend quelque chose, quand on est dans cette démarche d'apprentissage, il y a toujours 3 étapes.
La première étape de perception, voilà, je capte les informations, entre guillemets, je vois, et là, ça rentre par mes canaux, par mes 5 sens. Hein. Vous avez remarqué que Antoine de La Garandrie, il a mis en avant 3 sens seulement, parce que dans notre société occidentale, l'odeur et le goût sont assez peu utilisés à l'école. Voilà. Mais pourtant, ce sont des sens assez forts hein, en matière de mémorisation. La petite Madeleine de Proust, hein, c'est ça, hein, c'est ce goût qui est capable de remémorer et de réouvrir une porte de la mémoire et de faire, de ramener à tout un tas de souvenirs. Et de la même manière, une odeur peut nous ramener à des souvenirs positifs ou négatifs d'ailleurs. Ce sont des sens qui sont très forts au niveau mémorisation. Maintenant, c'est vrai qu'on les exploite assez peu dans nos sociétés occidentales, et en particulier à l'école. Voilà, c'est assez complexe de s'appuyer sur une odeur ou sur un goût pour pouvoir mémoriser une poésie, voilà, même si ça aurait du sens sur le plan cognitif. Donc, on se base sur les 3 autres sens que sont la vue, le toucher et l'ouïe, auditif, kinesthésique ou visuel. Donc, voilà, je perçois par un des canaux, par un des 5 canaux. Une fois que j'ai perçu l'information, je vais l'évoquer dans ma tête. C'est ce qu'on appelle la phase d'évocation. C'est là que je vais me créer mon image mentale. Et quand je dis image mentale, ça peut être un son aussi, hein, ça peut être un mouvement, ça peut être… Enfin, voilà, le danseur, avant sa prestation, il va vivre dans sa tête le mouvement et pour se préparer à sa chorégraphie. Et puis ensuite, on va se projeter, on va se mettre en projet avant de pouvoir restituer l'information. Oui, si je ne me mets pas en projet, ça ne marchera pas. Ça fait partie des choses qu'il faut apprendre à nos élèves absolument. Hein. Cette petite question qui se pose tous, mais à laquelle ils ne répondent pas toujours, c'est à quoi ça sert ce que j'apprends là? Pourquoi je l'apprends? Est-ce que je l'apprends parce que ça va me servir toute ma vie et c'est un truc utile qu'il faut que je range dans la case à utiliser tous les matins? Ou est-ce que je l'apprends parce que j'ai contrôle de maths dans 2 heures? Ce n'est pas tout à fait la même démarche d'apprentissage. Et ce ne sera pas tout à fait la même mémorisation d'ailleurs. Demander à la maîtresse ce que vous nous demandez d'apprendre là, c'est pourquoi? C'est pour le contrôle demain ou c'est pour être capable d'appliquer la méthode qu'on va voir tout de suite? Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Et là encore, nous, enseignants, mais aussi en tant que parents, mais aussi en tant qu'accompagnants, on peut aider les enfants à comprendre quel est le projet. Voilà. Si j'ai compris quel était le projet, je vais avoir une stratégie qui sera plus pertinente, plus efficace et mieux rodée. Donc, comprendre le processus d'apprentissage, comprendre le processus pédagogique, demander, essayer à la maîtresse ou au professeur, voilà, où est-ce qu'on va, par quel itinéraire on va y aller, c'est intelligent, ça rend vraiment les élèves plus performants, plus autonomes, plus efficaces. Donc, se connaître, une fois que j'ai ciblé mes différents besoins, de connaître qui je suis et quels sont mes points forts notamment, c'est hyper utile. Évidemment, on peut aussi connaître ses points faibles, ça peut faire partie du tableau, mais ce n'est pas l'essentiel. Il n'y a pas au monde une seule multinationale qui se soit développée en s'appuyant sur ses points faibles. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'entreprise dans la vie qui réussisse en s'appuyant sur leurs points faibles. On s'appuie toujours sur nos points forts et c'est intelligent. Donc, apprenons à nos élèves à connaître leurs points forts de manière à pouvoir s'appuyer dessus, à pouvoir vraiment s'en servir pour avancer. C'est assez essentiel. L'enjeu pour moi, il est là. On pourrait dire que les élèves, enfin les enfants, tant qu'ils sont petits, et si je demandais à celles parmi vous qui sont mamans, vous me diriez que tous vos enfants sont petits, quel que soit leur âge. Mais tant qu'ils sont petits, ils ont besoin et ils ont autour d'eux des adultes qui sont là pour leur fixer le cadre, pour leur dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, où est-ce qu'il faut… Voilà, mouche ton nez, dis bonjour à la dame, tiens-toi à droite, apprends tes leçons, fais tes devoirs, coiffe-toi comme ci, te parle pas comme ça se fait pas. Enfin, on leur explique tout ce qu'il faut faire pour devenir grand. Et on est là pour leur fixer le cadre. Ça marche plutôt bien en général. Hein. Ils grandissent bien avec ça, ils ont besoin de ça en tout cas. Et puis quand ils arrivent à l'adolescence, hein, on va dire, pour généraliser, au lycée, c'est flagrant. Hein. Parfois, ça commence au collège. Ils en ont marre, mais ils n'en peuvent plus que ce soit les autres qui décident de leur vie.
Ils n'en peuvent plus qu'on décide à leur place de comment ils doivent faire, de ce qu'ils doivent faire. Ils n'en peuvent plus des profs, des parents, de tous ces adultes qui veulent choisir leur vie à leur place. Ils voudraient bien passer à l'étape d'après où ce serait eux qui seraient le pilote de la vie et qui décideraient de quelle destination on va prendre, de quel itinéraire on va employer pour y arriver. Après tout, c'est ma vie, donc je sais que j'ai envie d'aller par là et j'ai envie d'y aller de cette manière-là et je choisis et je décide. Et c'est intelligent. Encore que si on les regarde fonctionner, on se rend compte qu'ils sont assez confortables avec ce cadre-là qu'on leur met. Parce que finalement, quand ils sont de ce côté-là, eh ben, c'est toujours de la faute des autres. C'est de la faute du prof qui a mal expliqué, du contrôle qui était trop dur, du voisin qui a bavardé, de maman qui n'était pas là, de papa qui n'a pas voulu si. C'est de la faute du ballon qui était trop gonflé, c'est de la faute du vase qui était trop sur le bord de la table. Mais finalement, c'est toujours de la faute des autres. Et c'est assez confortable quand c'est de la faute des autres. Parce que quand je suis pilote de mon avion ou de ma vie, je suis responsable de mes réussites. Et pour moi, chef d'établissement en lycée, c'est un vrai défi, c'est un vrai programme. Parce que les réussites, moi, le projet, c'est que ce soit leur bac à eux. C'est pas moi, c'est pas mon nom qui sera sur le bac, c'est même pas le nom du lycée d'ailleurs. C'est le nom de l'élève qui sera sur le bac. Et c'est important que ce soit sa réussite à lui. Évidemment, ça veut dire aussi que je suis responsable de mes stratégies les moins bonnes et parfois de mes échecs quand j'en ai. Et ça fait partie de la responsabilisation qui va avec. Et ça, c'est beaucoup moins confortable et c'est pour ça que parfois, il y en a qui veulent rester de ce côté-là. D'ailleurs, on notera que certains adultes, toute leur vie, vont rester de ce côté-là. Quand ils seront adultes, ce sera de la faute du gouvernement, ce sera de la faute des gilets jaunes, ce sera de la faute des impôts, ce sera de la faute des immigrés, mais ce sera toujours de la faute des autres. Et ces gens-là sont très malheureux, mais ce ne sera pas de leur faute, ce sera de la faute des autres. Et à l'inverse, il y en a qui vont décider qu'ils ont décidé d'être heureux et qu'on peut même les confiner chez eux, on peut même leur empêcher de sortir. Ils ont décidé d'être heureux et ils le seront là où ils ont décidé de l'être. Ce ne sera pas de la faute des autres. S'ils seront heureux, c'est de leur responsabilité à eux. Voilà. C'est un choix de vie, c'est un vrai choix, mais vous comprenez bien que pour un élève, il y a un vrai enjeu à prendre sa réussite en main et à être acteur, le premier acteur, l'acteur principal, mais aussi l'auteur de sa réussite. Attention, être autonome, ça ne veut pas dire être tout seul. Et je vais vous citer la parole d'un chef d'entreprise, Jean-Marc Ibon, qui est venu au lycée parler à nos élèves de terminale. Et Jean-Marc Ibon, c'est un chef d'entreprise qui est porteur de handicap, un gros handicap lourd, moteur, qui fait qu'il a une allocution très compliquée, qu'il a un déplacement très compliqué, et qu'à chaque fois qu'il fait un pas, on a l'impression qu'il va tomber tellement c'est compliqué pour lui de se déplacer. Mais il a tenu à venir voir nos élèves pour leur raconter ce que c'était que l'autonomie. Alors, je me suis dit, quand un gars comme ça, porteur de handicap, nous parle d'autonomie, ça vaut peut-être le coup de l'écouter. Donc, on a été très attentifs et il nous a donné une définition de l'autonomie que je trouve remarquable. L'autonomie, pour lui, c'est d'être capable de demander la bonne chose à la bonne personne au bon moment. C'est la première marque d'autonomie. Et d'apprendre à un enfant à demander ce dont il a besoin, c'est la première marque d'autonomie. Et je dis bien d'autonomie, je ne parle pas d'indépendance, c'est-à-dire être capable par moi-même de répondre à mes besoins. Et être capable par moi-même de répondre à mes besoins, ça peut vouloir dire d'aller chercher autour de moi ce qui va me permettre de répondre à mes besoins. Et autour de moi, j'ai des professeurs qui sont là pour ça, ils sont même payés pour ça. Et je vais vous dire un secret, c'est ce qui les fait vibrer, les professeurs. Il n'y a rien qui fait plus vibrer un professeur que de se sentir utile à ses élèves. Et se sentir utile à ses élèves, c'est être capable de répondre à ses besoins. Et quand un élève exprime son besoin correctement, le professeur, il est ravi et il ne demande que ça, que d'y répondre. Mais dans mes ressources autour de moi, il y a ma famille, évidemment, je peux m'appuyer dessus et je peux leur demander ce dont j'ai besoin. Mais je peux aussi utiliser Internet, je peux me faire aider par un thérapeute, je peux aussi me baser sur mes expériences passées et sur tout ce qui a composé ma vie, quelle que soit sa longueur. Et finalement, tout ça, ça pourrait être des ressources qui pourraient me permettre d'aller chercher ce qui va correspondre à mes besoins. Aujourd'hui, là, j'ai ces besoins-là et je sais y répondre en allant chercher autour de moi tout ce qu'il me faut. J'ai l'habitude de dire à un élève,
par exemple, je le dis en lycée, parce que c'est facile à dire en lycée, ton besoin, c'est d'avoir un support concret sur lequel tu peux réviser, sur lequel tu as le cours propre, bien écrit. Tu écris comme un cochon, et quand tu écris ton cours, il est illisible. Alors, tu fais comment pour répondre à ce besoin-là? Et là, l'élève, il me dit, bah, je suis malheureux parce que ça ne marche pas, parce que j'ai demandé au prof de me faire des photocopies de son cours, mais une fois sur deux, il oublie. Je demande à mon voisin de le faire, mais mon voisin, à la récré, il va jouer et il n'a pas le temps de me passer son cahier. Et puis, quand je vais faire une photocopie du cahier du voisin, bah, ça me prend ma récré à moi, et du coup, je ne peux pas le faire, etc. Et puis, à la fin, ça ne marche pas. Et du coup, j'ai une trace écrite qui ressemble à rien, et je ne peux pas travailler le soir. Et là, on lui dit, mais est-ce que, par exemple, tu pourrais demander l'autorisation à ton professeur de prendre une photo du tableau avant d'aller en récré avec ton téléphone? Ah bah oui, ça serait intéressant parce que le professeur, ça lui coûterait pas cher, ça lui demanderait pas beaucoup de temps. Toi, ça te permettrait d'avoir ce qu'il te faut à la fin pour travailler. Et puis, tout le monde serait gagnant, quoi. Et si tu prenais une photo du cours de ton voisin, tu vois, ça ne lui prendrait pas sa récré, ça ne te prendrait pas ta récré à toi non plus. Et puis, chacun aurait ce qu'il lui faut pour travailler à la fin. Et finalement, avec des outils aussi simples qu'un téléphone portable sur lequel il y a un appareil photo, on peut répondre aux besoins d'un élève et créer tout ce qu'il faut autour de lui sans difficulté. Là encore, si j'ai bien cerné mon besoin, si je suis l'acteur principal qui va répondre à ce besoin-là, toutes les ressources qui sont autour de moi vont me permettre d'y arriver. Et ça fonctionne. Et j'allais dire, quel que soit l'âge. Voilà. Alors, avec des primaires, on ne parlera peut-être pas d'un téléphone portable, mais un appareil photo, aujourd'hui, on en trouve à 10 € sur le Bon Coin. Un appareil photo numérique, ce n'est pas très compliqué d'avoir dans son cartable un appareil photo et de se rendre autonome. Alors, évidemment, ça serait bien que la maîtresse fasse des photocopies plus grandes. Oui, c'est vrai. Sauf que la maîtresse, elle n'a pas forcément le temps, puis il n'y avait pas de papier A3 ce jour-là dans la photocopieuse, et puis elle n'y a pas pensé, et puis elle avait 29 autres élèves à gérer à ce moment-là, et la petite Noémie, elle n'a pas pu apprendre ou faire son travail correctement parce que la photocopie était trop petite, quoi. Et si elle avait eu un appareil photo, elle aurait pu prendre en photo et zoomer ce qu'il lui fallait zoomer, et puis retravailler à la maison avec papa, avec maman, ou avec qui elle veut, pour avoir ce qu'il lui faut pour travailler. C'est quoi l'enjeu? Répondre à mon besoin. Voilà. Être autonome, c'est ça aussi. Évidemment, tout ça, ça passera aussi par ce besoin essentiel de communiquer. C'est le point clé qui bloque le plus souvent nos élèves au collège, au primaire et au lycée. C'est le point clé qui permet de dénouer la grosse majorité des situations. Parce que je n'ai encore jamais été témoin d'une situation où l'enseignant n'avait pas envie d'aider l'élève, où la famille n'avait pas envie d'aider l'élève et où l'élève n'avait pas envie de réussir. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu d'élèves qui n'ont pas envie de réussir. J'ai jamais vu de profs qui n'ont pas envie d'aider leurs élèves. J'ai vu des profs qui ne savent pas comment aider leurs élèves. J'ai vu des profs qui n'ont pas le temps d'aider leurs élèves. J'ai vu des profs qui ont bien d'autres chats à fouetter que de faire des photocopies plus grandes. Ça, oui. Mais j'ai jamais vu d'enseignants qui ne veulent pas aider leurs élèves parce qu'ils sont payés pour ça, d'une part, et surtout parce que c'est ça qui les fait vibrer et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce métier-là. Par contre, communiquer avec eux, c'est un art parfois difficile. Et là, moi, j'engage, et dès le plus jeune âge, à former nos enfants. Et puis, au passage, formons-nous aussi à une communication efficace. Et je vais sortir du schéma d'une communication qui serait sympa, qui serait gentille, bienveillante ou autre. Pour moi, ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas parce qu'on est des gens bien qu'on va avoir une communication gentille. Non, ce n'est pas ça. Moi, je cherche quelque chose de pragmatique et d'efficace, une communication qui marche. Voilà. 2 exemples. Je vais voir mon prof de maths et je lui dis, monsieur, écoutez, j'ai rien compris à votre cours. Je ne sais pas ce que vous avez expliqué aujourd'hui, mais j'ai rien compris. Vraiment, c'est pas possible. Il faut que vous fassiez quelque chose parce que 9000 chances sur 10 000 que le prof me réponde
mais écoute, tu n'as qu'à travailler, et puis tu ferais mieux d'écouter un peu mieux en classe, et puis de toute manière, tu n'étais pas concentré, et puis si tu n'as rien compris, c'est peut-être parce que tu n'as pas fait tes leçons d'ailleurs, et puis tu ferais bien d'apprendre tout ça. Et il va me renvoyer dans mes buts, et on sera en mode perdant-perdant, parce que lui, à la fin, il n'aura pas fait son job de m'aider et de me permettre d'avancer, parce que moi, à la fin, j'aurais eu personne pour m'aider et me faire avancer, et qu'au contrôle, c'est moi qui aurai une mauvaise note et pas lui. On est sur perdant-perdant, tout le monde a perdu, et moi le premier. Maintenant, si je vais voir ce même prof de maths et que je lui dis, écoutez, monsieur, je suis un peu inquiet, parce que la semaine prochaine, il va y avoir un contrôle. Moi, j'ai l'impression de ne pas être au point du tout. J'ai l'impression de ne pas avoir cerné l'essentiel. J'ai essayé de refaire l'exercice qu'on a fait hier en classe. Je n'ai pas du tout réussi à trouver le même résultat que vous. Et je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que vous auriez 5 minutes, s'il vous plaît, pour qu'on regarde ensemble l'exercice que j'ai fait et que vous puissiez me donner des conseils? Et là, il y a 9 chances sur 10 pour que le prof il s'assoie à côté de moi, qu'il prenne 5 minutes et qu'il m'explique, en regardant ce que j'ai fait, comment je peux m'améliorer et qu'il m'explique ce que je n'ai pas compris. C'est exactement, on est d'accord, c'est exactement la même demande que j'ai faite 2 fois. Sauf qu'une fois, je l'ai fait en perdant-perdant et l'autre fois, je l'ai fait en gagnant-gagnant. Voilà. C'est ce qui s'appelle la communication non violente. Si vous cherchez un petit peu, voilà, vous la trouverez sous ce nom-là. C'est mon bonhomme OSBD, hein, observer, sentiment, besoin, demande. J'observe que la semaine prochaine, il y a un contrôle de maths et que je ne suis pas du tout au niveau. Je suis inquiet parce que franchement, ça ne me rassure pas de ne pas être au niveau. J'ai besoin d'aide et que vous m'expliquiez. Est-ce que vous acceptez, et ça c'est ma demande, est-ce que vous acceptez que vous regardiez avec moi ce que j'ai fait et qu'on puisse essayer d'améliorer ça. Dans un cas, ça fonctionne et il n'y a pas de secret, à tous les coups, ça marche. Et dans l'autre cas, bah voilà, quand je lui dis bah, j'ai rien compris à votre cours, sous-entendu il était nul votre cours, puis en plus, let's go, on n'arrive même pas à les faire, donc sous-entendu en plus le résultat il est catastrophique, quoi. Et puis, j'ai une exigence à la fin de lui dire qu'il faudrait qu'il fasse différemment. Et de tout ça, ça ne fonctionne pas. Je prends un deuxième exemple. Si je vais voir maman et que je lui dis, maman, il faut que je sorte samedi avec les copines parce qu'on a une super soirée. C'est hyper important. Maman, elle va être inquiète, elle va me dire, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, faudrait qu'on en parle avec papa, etc. Alors moi, je vais lui répondre, mais c'est une prison ici, on ne peut même pas sortir, c'est nul. Et maman, elle me dit, oui, mais en même temps, tu as vu tes notes, il ne faudrait pas abuser. Et puis à la fin, chacun claque sa porte et tout le monde va pleurer de son côté. Maman va pleurer dans la cuisine, l'enfant va pleurer dans sa chambre et tout le monde a perdu, quoi. Maintenant, si je vais voir maman et que je lui dis, écoute, maman, je suis inquiet parce que samedi, il y a les copines qui font une soirée. Et pour moi, ça serait important d'être auprès d'elles parce que quand on est dans le groupe, ben, il se passe plein de trucs. Et quand on n'est pas là, ben, on rate des choses dans le groupe. Et j'ai l'impression pour moi que ça m'éloigne de mes amis. Et avoir des amis, pour moi, c'est quelque chose d'important. En même temps, je suis conscient que j'ai besoin de travailler parce que j'ai un contrôle de maths la semaine prochaine et je ne suis pas très au point. Donc, je voudrais pouvoir avoir du temps pour travailler. Et puis, j'ai peut-être besoin d'aide d'ailleurs pour travailler parce que je n'ai pas tout compris. Et puis, je voudrais passer du temps avec la famille aussi parce que c'est important pour moi de passer du temps avec vous. Et puis, j'ai besoin de me reposer ce week-end aussi. Et je n'arrive pas à organiser mon week-end. Je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que tu veux bien, maman, prendre 5 minutes pour réfléchir avec moi pour voir comment on peut faire ce week-end pour arriver à résoudre tout ça, quoi. Et il y a toutes les chances dans ce cas-là que maman s'assoie à côté de moi et qu'on cherche une stratégie ensemble pour peut-être travailler samedi matin. Et puis, elle pourrait m'aider parce qu'il y a mon grand frère qui sera là pour garder la petite. Et puis, l'après-midi, ben, je pourrais aller avec mes copines. Comme ça, dimanche, on serait en famille et je pourrais même faire la sieste pour me reposer. Et finalement, on aura trouvé des solutions ensemble, rien que parce qu'on a dit les choses correctement et appris à les dire correctement. Et ça change tout. Voilà. Apprendre à communiquer, c'est aussi avoir du vocabulaire, faire la différence entre mes émotions, être capable de les comprendre, de les cerner. Voilà, ce petit schéma sur les émotions, là, avec des enfants de primaire, ils sont capables de le comprendre. On part des 5 émotions de base, hein, et pour ça, il y a un film génial qui... Alors, aidez-moi. Ce film génial avec ces 5 petits personnages qui parlent de leurs émotions. Alors, qui va trouver le premier la bonne réponse? Soit vous le mettez dans le chat, soit vous allumez votre micro, vous avez gagné. Vice versa. Bien joué, vice versa, merci, bravo.
vous me ferez penser, vous avez gagné un stylo. Le vice-versa dans ce film génial qui, avec un enfant, même en primaire, hein, voilà, va expliquer ces 5 émotions de base. Et puis après, ces émotions, on les mélange. Et en les mélangeant, on arrive à augmenter, élargir son vocabulaire et à faire la différence entre des émotions qui peuvent se ressembler, mais qui sont vraiment différentes. Dès tout petits, des enfants, ils sont capables de comprendre ça, ils sont capables de l'appréhender. Mais de la même manière, nos enfants, ils sont capables aussi de comprendre la pyramide de Maslow. Maslow, qui est un psychologue, qui a travaillé sur la notion de besoin, et notamment, il a créé cette pyramide en empilant les besoins. Il a dit d'abord, il faut répondre à nos besoins physiologiques, manger, dormir, avoir chaud, voilà, être bien, aller aux toilettes, enfin tous ces besoins fondamentaux qui sont la base, le point de départ, quoi. Et puis après, une fois que j'ai sécurisé ça, entre guillemets, que je l'ai mis en place, il y a un besoin de sécurité. J'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de ne pas me sentir en danger, j'ai besoin de ne pas être sous pression parce que sinon je suis en difficulté. Et puis une fois que j'ai fait ça, après, je vais me sentir dans un besoin d'appartenance, besoin d'avoir des amis, besoin de me sentir de la famille, besoin de faire partie d'un groupe. Voilà, c'est quelque chose pour les adolescents qui est très important, ce besoin de faire partie d'un groupe. Voilà, besoin de ressembler à mes amis, besoin d'être dans la mode, etc. Et puis une fois que j'ai fait ça, après, je vais pouvoir exprimer mon besoin de me réaliser, mon besoin voilà, de sentir que ce que je fais, c'est utile, le besoin de pouvoir voir les effets de tout ce que je fais, ce besoin d'estime qui est au-dessus. Et puis enfin, l'ultime besoin, le dernier, celui qui viendra à la fin, bah, c'est le besoin d'épanouissement, voilà, de m'ouvrir à la vie, d'être peut-être même le besoin de fertilité qui va derrière, fertilité sous toutes les formes possibles qui peuvent accomplir une personne. Ces besoins, ils ont un ordre. Et toutes les mamans du monde, et même les profs et même les autres, savent que ventre affamé n'a pas d'oreille. Et que tant qu'on n'a pas rempli l'estomac d'un enfant, ce n'est pas la peine d'essayer de le raisonner. Et que le cours qui a lieu entre midi et midi et demi, ce ne sera jamais le plus productif de la journée. Et que s'il n'a pas pris un encas à 10 heures à la récréation, il ne sera pas efficace à midi et demi à la fin du cours. Ce n'est pas possible. Voilà. Tout le monde sait bien qu'un enfant qui a envie de faire pipi, il n'est pas capable de se concentrer, qu'il n'est pas capable d'être dans son travail et que c'est physiologique. Voilà. Et c'est le point de départ. Voilà. Si j'ai faim, si j'ai froid, si j'ai envie de faire pipi ou si j'ai besoin d'aller aux toilettes, je ne peux pas faire autre chose. Voilà, c'est premier. Et ça, c'est important de l'expliquer à l'enfant parce que du coup, l'enfant qui a envie de faire pipi, s'il ne se donne pas les moyens d'y aller en demandant l'autorisation ou en respectant le rite qu'on a mis dans la classe pour ça, eh ben, il va se couper avec une envie pressante, il va se couper pendant 1 heure s'il faut de toutes ses capacités intellectuelles. Et ça, si on ne lui a pas expliqué, eh ben, il va se pénaliser lui-même. Donc, c'est hyper important de leur expliquer ça. De la même manière, le besoin de sécurité. Hein. Si moi, enseignant, je me mets à crier sur mes élèves, je sais pertinemment que je les coupe, je les empêche de réfléchir correctement. D'ailleurs, c'est une stratégie. Hein. Parfois, je n'ai pas envie qu'ils réfléchissent, j'ai juste envie qu'ils expérimentent et qu'ils fassent comme je leur ai dit. Et en montant un peu le ton, j'y arrive très bien. Hein. Je peux les mettre en système de dictature, c'est moi qui décide, vous faites comme ça et pas autrement, et maintenant et pas à un autre moment. Une fois qu'ils ont expérimenté, après, je les libère et je les laisse réfléchir. Ça peut être une stratégie. C'est la stratégie d'un certain nombre de petits caporaux de caricatures qu'on peut voir dans l'armée, du gars qui se met à hurler sur ces gars pour les empêcher de réfléchir, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le but de réfléchir, c'est le moment de courir, et que pour leur sauver la vie, il vaut mieux leur apprendre à courir à ce moment-là plutôt que de réfléchir. Bon, eh ben, c'est une stratégie, donc on va se mettre à leur crier dessus très fort, ils vont arrêter de réfléchir et ils vont faire ce qu'on leur dit. Pourquoi pas. Maintenant, si ce n'est pas ça mon objectif, et si mon objectif, c'est que mes élèves y réfléchissent, je sais bien qu'en leur criant dessus, je ne les aide pas à réfléchir. Voilà, je les coupe de leur possibilité d'interagir, je les coupe de tout le reste. Et ça marche à la maison pareil, d'ailleurs. Hein, si j'ai envie que mon enfant puisse travailler, si je commence à lui crier dessus parce qu'il n'y arrive pas ou parce que je le coupe, je l'empêche, voilà, je l'insécurise, et en l'insécurisant, je l'empêche de poser toute la stabilité de ce qui va au-dessus. Voilà.
Vous imaginez bien ma pyramide, s'il y a une demi-base qui manque, elle ne sera pas stable. Elle va se casser la figure assez vite. Voilà. Si je veux que ce soit stable, il faut que chaque pilier, chaque étage soit entier. Le besoin d'appartenance, voilà, c'est un besoin. Hein. On parle bien d'un besoin. Un enfant, il a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Un enfant, il a besoin d'avoir des amis, d'avoir des gens qui lui ressemblent. Il a besoin de côtoyer des gens qui lui ressemblent. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème pour un certain nombre d'enfants uniques ou pour un certain nombre d'enfants qui ne côtoient pas d'autres enfants parce qu'ils ont un besoin qui n'est pas bien rempli. Hein. Et voilà, et leur donner les moyens de côtoyer d'autres enfants comme eux, c'est pas pour leur faire plaisir, c'est vraiment parce qu'ils en ont besoin. Ça fait partie de notre être. Nous aussi, d'ailleurs, on a des besoins sociaux hein, et ça fait partie de notre besoin à nous aussi. Donc, ce besoin-là, si je ne le respecte pas, il ne faudra pas m'étonner que mon enfant ne s'épanouit pas. Si je lui interdis de jouer avec ses amis, il ne faudra pas m'étonner que mon enfant ne s'épanouit pas. Et un ado, si vous voulez l'avoir de mauvaise humeur et en mode inefficace à la maison, coupez-le de ses amis. Vous allez voir, ça marche à tous les coups. Hein. Et plus vous allez le couper de ses amis, et moins il va être disposé à travailler. Et parfois, on est contre-productif en voulant bien faire. Hein. On se dit, bah, tiens, je vais l'empêcher d'aller à sa soirée ou d'aller voir ses amis pour lui permettre de travailler. Et finalement, bah, il ne va pas travailler du tout parce qu'il n'est pas capable de travailler, parce qu'il a besoin de relations qui n'est pas satisfait. Voilà. Alors après, il faut trouver les justes milieux et trouver la bonne stratégie qui va lui permettre et de travailler et de cultiver ses relations avec ses amis. Là, il y a plein de formes différentes. Hein. La relation avec les amis, on peut la cultiver à distance, on peut la cultiver de plein de manières différentes. Et puis, il n'y a pas que les amis aussi, il y a la famille et tout ce qui va avec, qui peut permettre d'assouvir ce besoin d'appartenance. Voilà, le besoin d'estime aussi. Hein. Si je pense que je suis nul, ce n'est pas étonnant que je le devienne. Voilà. Pensez, hein, quand je dis à mes élèves cet exercice est très dur, je ne sais pas si vous allez y arriver. Ce n'est pas du tout la même chose que si je leur dis à mes élèves cet exercice est difficile, je pense que vous allez y arriver, mais je ne sais pas combien de temps il va vous falloir. Voilà. Dans un cas, je dis qu'ils ne vont peut-être pas y arriver, et dans l'autre cas, je dis que je suis sûr qu'ils vont y arriver, que c'est qu'une question de temps. Et dans un cas, ils vont oser persévérer et prendre le temps qu'il faut, et dans l'autre cas, ils vont se décourager et laisser tomber très vite. Voilà. C'est juste une stratégie qui va rendre les choses pertinentes ou pas. Et là, encore avec moi-même, hein, ça va être la même chose. Avec moi-même, est-ce que je me donne, et on parlera par exemple de la place de l'erreur, hein, est-ce que je me donne le droit d'échouer, le droit de me tromper? Est-ce que pour moi, l'erreur, c'est le contraire de la réussite, ou est-ce que pour moi, l'erreur, c'est un ingrédient de la réussite? Là encore, il y a des questions à se poser. Ce schéma-là, des enfants de 5 ans, de 4 ans, sont capables de le comprendre. Voilà, ils sont capables de comprendre qu'il vaut mieux manger avant de réfléchir. Ils sont capables de comprendre que quand on a envie de pipi, il vaut mieux aller faire pipi avant d'aller travailler, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5 pour comprendre ça et pour en déduire les stratégies qui vont avec. Donc, communiquer, ça va être hyper important et d'apprendre à communiquer pour eux, ça va être hyper important. Et là, je vous engage vraiment à former vos enfants à la communication non violente et à les former avec du vocabulaire, à les former à comprendre toutes ces stratégies-là qui vont vraiment changer complètement la vie de l'élève qui sont. Voilà. Un élève qui est capable d'exprimer correctement son besoin, sans agressivité, sans jugement, sans que l'adulte autour de lui se sente mis en difficulté, bah, c'est un élève qui sera capable de résoudre tous les problèmes de sa scolarité. Et à l'inverse, un élève qui est maladroit dans sa communication et qui va passer pour quelqu'un de désagréable, eh ben, il peut se saboter complètement sa scolarité, non pas parce qu'il n'est pas capable, non pas parce que les autres autour de lui ne veulent pas l'aider, mais juste parce qu'il demande ça n'importe comment. Voilà. Et qu'il a oublié les mots magiques et qu'il a oublié tout ce qu'on lui a appris quand il était petit. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper important d'équiper nos enfants de cette capacité à communiquer correctement. Et aujourd'hui, on a des trésors. Hein. Je ne vous recommanderai jamais assez les bouquins de Thomas Gainsbourg sur la communication non violente, hein, à commencer par le premier, cessez d'être gentil, soyez vrai, et puis tous les autres qui vont derrière. Vraiment, là, on a des trésors, et on trouve, même pour ceux qui ne lisent pas, parce qu'on peut le trouver sous bouquin, mais on trouve aussi des conférences extraordinaires sur le sujet en communication non violente, que ce soit de Marshall Rosenberg, l'Américain qui en est l'auteur,
ou que ce soit de Thomas Dansereau ou d'autres auteurs qui parlent de communication non violente de manière assez remarquable sur Internet et de manière assez simple. Donc, formons-nous, formons-les, ça devrait faire partie du cursus obligatoire de tous les élèves de France et de Navarre et du monde que d'apprendre à communiquer correctement. Ça change la vie d'un élève. Alors, si je devais résumer, parce que ça fait un petit moment que je parle maintenant et je vais bientôt m'arrêter, si je devais résumer comment est-ce qu'un élève de quel que soit l'âge peut se donner les moyens de réussir et comment moi, accompagnant, je peux donner les moyens à mon élève de réussir, je vais le résumer en 5 points. Le premier, j'ai besoin de connaître mes besoins. Voilà. Et ça, pour ça, je me ferai aider s'il faut, mais j'ai vraiment besoin de connaître de quoi j'ai besoin. Je veux aussi apprendre à multiplier mes ressources. Voilà, pas attendre que tout vienne du prof, parce que le prof, il a ses limites. Avec toute sa bonne volonté, avec toutes ses compétences, il a ses limites. Et il ne peut pas, avec 35 élèves, avec 22 ou avec 25 élèves, tout faire. Il n'y a pas que lui. Voilà. Il faut apprendre à multiplier les ressources et aller chercher les solutions là où elles sont. Il faut fixer les bons objectifs. Voilà. Là encore, faisons-nous aider s'il faut, mais ce n'est pas la peine, avec un enfant qui part de loin, de lui fixer des objectifs et de lui dire « tu vas aller à Polytechnique ». D'abord, ce n'est pas vrai, et puis en plus, on va lui faire mal. Donc, fixer des objectifs qui sont accessibles, qui sont réalistes, qui sont concrets, qui sont à leur portée, et puis les renouveler régulièrement pour permettre de maintenir la motivation, voilà, et se demander qu'est-ce que je vise finalement. L'objectif premier, c'est mon besoin. Voilà. Et ça, il faut faire le lien entre mes objectifs et mes besoins. Si mes objectifs ne sont pas de répondre à mes besoins, alors c'est qu'ils ne sont peut-être pas bons. Savoir communiquer, ça c'est un point clé absolument essentiel. C'est valable toute la vie et dans tous les domaines. On rend plus service à un enfant en lui apprenant à communiquer qu'en lui apprenant à faire une division, c'est certain. Donc apprenons-leur à communiquer, c'est la vraie mission des parents, mais on peut y participer même quand on est enseignant, même quand on est thérapeute. Voilà, il n'y a pas d'âge pour apprendre à communiquer. Et pour l'avoir expérimenté et pour l'avoir fait avec un certain nombre d'élèves, je peux vous assurer qu'on peut changer la vie d'un élève ou d'un enfant ou même d'un adulte en lui apprenant juste à communiquer correctement. Et enfin, construire la confiance. Moi, j'ai cette chance-là d'être enseignant encore, même si je suis chef d'établissement, et j'enseigne aujourd'hui. Au départ, je suis prof de techno. Et comme je suis directeur d'un lycée général, il n'y a pas de cours de techno au lycée général, donc j'étais un peu embêté. Donc, il a fallu que j'invente autre chose. Voilà. Aujourd'hui, je suis prof de confiance en soi et c'est magique. C'est magique d'apprendre à un élève comment il peut construire cette confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, ça s'apprend, ça se découvre, ça se complète, ça se construit. Et c'est assez simple, en fait, à construire. Moi, je me base sur une définition super simple de la confiance en soi, qui dit la confiance en soi, c'est que de la mémoire. C'est notre capacité face à un problème de nous souvenir qu'on a déjà résolu ce problème-là dans le passé et que ça s'est bien passé. Voilà, si je vous demande de prendre le stylo qui est le plus proche de vous, vous n'aurez aucun problème de confiance en vous parce que la dernière fois que vous avez attrapé un stylo, ça s'est bien passé. Si je vous demande d'aller vous allonger sur la route devant votre maison, vous allez avoir un vrai problème de confiance parce que vous vous souvenez que la dernière fois que quelqu'un s'est allongé sur la route, il a eu des problèmes. C'est aussi simple que ça. Une fois que j'ai compris ça, si j'ai compris comment marche ma mémoire et comment on peut mémoriser les bons éléments, je vais comprendre comment je peux construire la confiance, et ça encore, ça s'apprend. Donc, construire cette confiance, c'est essentiel. Je pense qu'on rend plus service à la réussite d'un enfant en lui apprenant comment il peut avoir confiance en lui et construire la confiance en lui qu'en lui apprenant un mot de vocabulaire en anglais ou en javanais. Donc, c'est vraiment un point clé essentiel aussi. Et la confiance, ça se travaille. C'est une stratégie de communication. Est-ce que je souligne les fautes de mes élèves et les erreurs de mes élèves ou est-ce que je souligne leur réussite et leur capacité? C'est ce que disait le docteur Rovol tout à l'heure. Est-ce que je compte les erreurs dans ma dictée ou est-ce que je compte les mots qui sont bien écrits? Et si la maîtresse, elle compte les erreurs parce qu'elle a été formée comme ça et que finalement, ce n'est pas si mal que ça, si j'apprenais à mon enfant à compter les mots bien écrits, parce que lui, après tout, il peut le faire, il n'a pas besoin de la maîtresse pour ça, et il sait compter. Et si moi, parent, quand il revient à la maison avec sa note de dictée, je lui dis « alors, tu avais bien écrit combien de mots ?»
et qu'il retourne sur sa copie et qu'il regarde tous les mots qu'il a bien écrits et qu'il se rend compte qu'il a progressé et qu'il en a écrit plein, et la confiance qui va en résulter ne sera pas du tout la même. Parce que vous avez remarqué que nous, les enseignants, on a cette fâcheuse tendance à vouloir souligner les erreurs. C'est parce qu'on n'a pas le temps de faire autrement, hein. Parce que quand on a 35 copies à corriger, c'est plus simple de ne souligner les erreurs que de souligner tous les mots qui sont bien écrits. N'empêche que chaque enfant, si on lui apprend, et ça fait partie de l'apprentissage, si on lui apprend à aller souligner tous les mots bien écrits, on changera sa vie, on changera sa manière de regarder les choses. Moi, j'ai l'habitude de voir ces élèves qui, sur leur carnet de correspondance, mettent un certain nombre de notes en couleur. Et souvent, ils mettent les mauvaises notes en rouge. Et moi, je leur dis stop, on va arrêter ça, on va prendre un stabilo et on va mettre toutes les bonnes notes en vert ou en jaune. Ah, il y a plein de jaunes, monsieur. Ben oui, il y a plein de choses que tu sais faire, il y a plein de compétences que tu as acquises. Et je préfère souligner les bonnes notes parce que ça va me servir de point d'appui pour construire la suite que d'aller souligner les difficultés. C'est comme ça qu'on construit la confiance et ça s'apprend et c'est un travail d'équipe. Donc, réussir son parcours, finalement, ça pourrait être connaître mes besoins, multiplier les sources et aller chercher les solutions là où elles sont et pas seulement auprès de l'enseignant. Ça pourrait être fixer les bons objectifs et pas être trop ambitieux, mais pas non plus être manquer d'ambition, parce que l'ambition, ça nous fait avancer. Je vais apprendre à communiquer et je vais apprendre à construire la confiance. Une fois que j'ai tout ça, j'ai les ingrédients de ma réussite, quel que soit mon handicap, quel que soit mon besoin particulier. Si j'ai cerné mes besoins, si j'ai des ressources multiples, si j'ai les bons objectifs, que je sais les communiquer et que j'ai confiance en moi, alors la réussite s'ouvre à moi. Donc, emmenons les enfants qui nous sont confiés à faire ce parcours de découverte de qui suis-je et quel est le mode d'emploi. Et je suis convaincu qu'on les aidera au moins autant qu'en mettant en place tous les PAI, PAP, parcours PPRE et autres choses que l'institution a mis à notre disposition pour permettre de répondre à ces objectifs-là. Mais n'oublions pas, en faisant tout ça, que le point de départ, et à mon avis le plus important, c'est de leur apprendre à pêcher et de leur apprendre à être les artisans eux-mêmes de leur réussite au pluriel. Voilà, j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais vous laisser la parole. Alors pour ça, il faut rallumer votre micro pour prendre la parole. S'il y en a qui éventuellement ont des questions ou des compléments ou des ajouts, des enrichissements à apporter, vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord. Voilà, je vous écoute. Et j'espère en tout cas avoir répondu un petit peu aux besoins de stratégie. Madame. Bonsoir. Bonsoir, voilà, Claire Bermond. On s'est déjà rencontré, Monsieur Durier. Est-ce que vous m'entendez déjà? Je vous entends et on vous voit même. Ah, super. Voilà, on s'est déjà rencontré, Monsieur Durier. Je suis ravie de vous avoir entendu parler de la gestion mentale. Voilà, parce que c'est ma profession aujourd'hui, je suis orthopédagogue. Et je voulais rajouter, par rapport à la communication, notamment, moi, quand je reçois des jeunes, je leur exprime aussi que la communication est très importante au moment où ils rédigent une copie, par exemple. Parce que souvent, quand ils rédigent une copie, un devoir, ils communiquent pour eux-mêmes. Et ils ne pensent pas forcément au fait qu'ils vont être lus par le professeur. Ouais, c'est vraiment un point très important que vous soulignez là. C'est faire ce travail, moi j'appelle ça la métacognition, mais c'est faire ce travail de dévoiler. Alors quand on est enseignant, moi je les dévoile volontiers à mes élèves, mais quand on est parent, j'explique à mes enfants qu'il faut qu'ils les trouvent. C'est quelles sont les ficelles de l'enseignant, voilà. Qu'est-ce qu'ils cherchent à entendre. Et quand j'ai fait découvrir ça, alors je vais prendre l'exemple de mon fils Paul, quand j'ai fait découvrir à Paul que l'enseignant, en fait, il n'attendait pas d'avoir la réponse à sa question. Et il m'a dit, mais ils sont fous ces enseignants, ils passent leur temps à poser des questions auxquelles ils connaissent les réponses.
Et je dis, mais c'est vrai, c'est bizarre, ces gens-là qui posent des questions auxquelles ils connaissent les réponses, c'est quand même assez bizarre, et surtout qu'ils font ça toute la journée, quoi. Et alors, ça veut dire quoi pour toi? Eh ben, je sais pas, ça veut dire qu'ils n'attendent pas la réponse, en fait. Ah ben non, ils la connaissent déjà. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Mais ils attendent de vérifier que tu as compris ce qu'ils t'ont expliqué et que… ah ouais, donc ça veut dire que si moi j'ai trouvé une autre manière de réfléchir pour atteindre le même résultat, ça ne les intéresse pas. Ben non, pas toujours. Il vaut mieux que tu lui expliques comme il t'a expliqué pour lui montrer que tu as compris ce qu'il t'a expliqué, plutôt que d'aller lui expliquer d'une autre manière qui est peut-être bonne ou pas, ça, je ne sais pas, mais qui en tout cas n'est pas celle qui est attendue par le prof. Et moi, je raccroche ça souvent au bac, hein. Vous savez que le baccalauréat en France aujourd'hui, ça n'est pas une épreuve d'intelligence. Ça mesure d'ailleurs très très mal l'intelligence, le baccalauréat. C'est très mal fait pour ça. Le baccalauréat aujourd'hui, c'est une épreuve de conformisme. C'est-à-dire, on va demander aux élèves, est-ce que vous êtes capables, on va mesurer si les élèves sont capables de se conformer à la méthodologie qui leur a été apprise en classe. Ce qui n'est pas idiot, hein, parce que c'est ce qu'on dira d'ailleurs des ingénieurs français et des gens qui s'expatrient aussi facilement en venant de formations françaises, c'est qu'ils sont capables d'apprendre à apprendre et qu'ils sont capables de respecter des process et d'inventer des process qui sont pertinents et qui sont reconnus dans tout le monde pour ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne le dit pas. Voilà. Et qu'il y a encore beaucoup trop d'élèves qui s'imaginent que ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils résolvent le problème. Non. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils montrent qu'ils ont compris la méthodologie pour résoudre. C'est ça. Alors parfois, il y a danger aussi, parce que s'ils s'imaginent uniquement communiquer et être lus par leur professeur, ils ont tendance à vouloir mettre tout ce qu'ils savent. Oui. Et parfois, ce n'est pas forcément en respect par rapport à la consigne. Oui, tout à fait. Moi, ce que je leur propose, c'est plutôt de communiquer, de s'imaginer être lu par quelqu'un qui n'y connaît rien. Ce qui est une bonne solution. Moi, je leur dis différemment. Je leur dis… Ça leur permet de la rigueur Ouais. aussi, plus rigoureux dans leur façon de s'exprimer, dans les éléments qu'ils y ajoutent. Moi, je leur dis, parce que ça leur parle bien quand je le dis comme ça, puis ils aiment bien que ce soit moi qui le dise, je leur dis, prenez vos enseignants pour des imbéciles. Faites comme si votre enseignant n'y connaissait rien. Non, mais les élèves, ils adorent ça quand on leur dit ça comme ça, hein. Prenez vos enseignants pour des imbéciles. Imaginez-vous qu'ils n'y connaissent rien. Et d'ailleurs, moi, en tant que parent, je joue à ce jeu-là avec mon enfant. Quand ma fille de 8 ans rentre à la maison et me raconte qu'elle a travaillé sur tel sujet, mais je lui dis, mais alors, c'est quoi? Raconte-moi, parce que moi, j'y connais rien. Je ne sais pas ce que c'est une division, c'est quoi? Explique-moi. Et rien que le fait d'être obligé de se mettre en projet, de m'expliquer à moi qui fait semblant de rien comprendre, et ben elle, ça lui permet de consolider ses connaissances, de vraiment, voilà. Quand je dis fixer le bon objectif, c'est ça. Vous ciblez parfaitement cette question-là, hein. C'est hyper important d'aider l'élève à comprendre qu'est-ce qu'on attend de lui. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on attend de toi? Est-ce qu'on attend de toi que tu sois capable… Alors, au lycée, notamment, c'est hyper important, hein. Est-ce qu'on attend de toi que tu sois capable de recracher des connaissances? Et dans ce cas-là, il faudra que tu saches le faire. Mais est-ce qu'on attend de toi que tu saches rédiger, argumenter, justifier, démontrer? Et ce n'est pas la même compétence. Et ce ne sera pas la même rédaction si c'est une rédaction interro de connaissances ou si c'est une rédaction interro de compétences. Voilà. Et c'est hyper important d'avoir ciblé, et ça c'est une bonne question à poser aux profs, hein. C'est quoi l'objectif? C'est qu'est-ce que vous attendez de nous? Est-ce que vous attendez qu'on soit des caisses enregistreuses qui vont enregistrer des connaissances et on vous les restituera quand vous appuierez sur le bouton? Ok, ça on sait faire, mais on va le faire comme ça. Ou est-ce que vous attendez de nous qu'on soit capable de digérer cette information et de la recracher différemment? Ou est-ce que c'est la méthodologie qui est importante? Le nombre d'enfants en lycée, en première, qui sont paumés parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt que ça peut avoir d'étudier un texte d'un bonhomme qui est mort il y a 400 ans et d'aller étudier des textes en français qui n'ont aucun sens pour eux, qui sont écrits en vieux français, qui n'ont pas d'intérêt. Et honnêtement, je ne sais pas si vous avez déjà étudié du Flaubert, moi, je ne suis pas fan, quoi. C'est un peu rude, c'est un peu… Et ils nous disent, mais ça ne sert à rien. Ils ont raison. Le texte en lui-même n'a aucun intérêt pour eux, sauf ceux qui vont s'intéresser à la littérature, éventuellement, et encore.
le texte en lui-même n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la méthodologie que tu vas développer dans l'analyse du texte, dans la capacité à le contextualiser, à le comprendre, etc. Et cette méthodologie-là, tu seras capable de l'appliquer ailleurs. Mais si on ne lui explique pas ça à l'élève, eh ben, on va le perdre. On va le perdre parce qu'il va être démotivé, parce qu'il va trouver ça nul, les cours de français. Et si je lui explique que le but, ce n'est pas le texte en lui-même, et que moi aussi, je le trouve nul, le texte, mais que je vais l'étudier avec lui parce que non pas parce que je le trouve bien, mais parce que je vais lui montrer une méthode d'analyse de texte et de contextualisation et qui donne du sens, alors là, je vais le rattraper et on va pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est ça. Puis au lycée, vous avez parlé de gestes mentaux tout à l'heure. Au lycée, on demande beaucoup plus de réfléchir. Absolument. Alors, non, La réutilisation des connaissances. Ouais, heureusement qu'ils réfléchissent au primaire aussi et au collège aussi. Réfléchir, c'est peut-être pas le bon terme, mais on va demander d'argumenter, d'analyser, de justifier, de démontrer à partir de la 4e, hein, pour être précis. C'est en 4e que dans les programmes apparaissent tout ce qui est argumentation, développement, rédaction. La réutilisation des connaissances. Tout à fait. Et on n'est plus seulement dans le savoir, on passe dans le savoir-faire à partir de la 4e, et ce jusqu'aux études supérieures, où on va développer des savoir-faire. Et donc changer de stratégie. On avait une stratégie d'apprendre dans le monde du savoir, et c'était intelligent d'avoir une stratégie d'apprendre dans le monde du savoir. Et un élève qui a compris au collège, il a fait le job. Et s'il a compris en sortant du cours et qu'il n'a pas besoin de réviser à la maison pour avoir compris, eh ben, tant mieux pour lui, c'est super, il aura une bonne note à la fin. Et c'est comme ça qu'on a des élèves qui vont traverser le collège sans rien faire à la maison et des parents qui vont s'inquiéter en se disant « mais mon enfant ne fait rien à la maison, je suis très inquiet et pourtant il a 15-16 de moyenne ». Et ça m'inquiète parce qu'il ne fout rien, il n'ouvre même pas le cartable d'un jour à l'autre et il a 15-16 de moyenne et il doit être dans un collège pourri. Et ce n'est pas vrai, et ce n'est pas toujours vrai. Parce que, de fait, un élève qui est très attentif en classe et qui fait le job de compréhension et d'acquisition en classe, ben, il n'a pas forcément besoin de faire un gros effort à la maison derrière pour travailler et ce n'est pas forcément quelque chose de très fastidieux. Alors cet élève-là, le problème qu'il aura arrivé en 4e, c'est que quand on va lui commencer à lui dire qu'il faut argumenter, justifier, démontrer, analyser et que c'est plus du savoir, eh ben, il va être perdu et parce que dans le monde du savoir-faire, ça ne s'apprend pas. Voilà, savoir-faire, ça ne s'apprend pas. Hein. Vous pouvez apprendre par cœur tous les bouquins du monde sur la natation, vous ne saurez pas nager. Hein. Vous pouvez apprendre par cœur la notice de votre vélo, vous ne saurez pas faire du vélo. Pour savoir-faire, il n'y a pas d'autre moyen que de faire. Il faut nager pour savoir nager, il faut forger pour devenir forgeron, il faut parler anglais pour savoir parler anglais, il faut cuisiner pour savoir cuisiner, danser pour savoir danser, il faut faire pour savoir faire. Donc, ça veut dire que c'est une stratégie d'entraînement qui va marcher. C'est la seule et l'unique stratégie qui marchera au lycée en particulier, mais dans le monde du savoir-faire en général, c'est la stratégie d'entraînement. Et passer d'une stratégie d'apprendre à une stratégie d'entraînement, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Et là encore, si on l'explique aux élèves, si on leur montre les ficelles du truc, ils vont comprendre et trouver la bonne stratégie. Et si on lui dit qu'au bac, 9 sujets sur 10 ne font appel à 0 connaissance. Même en histoire, maintenant, dans les sujets du bac, les dates, elles sont dans le document étudié. Voilà. La plupart du temps, quand il y a une date à savoir, elle est dans le document. Il n'y a même pas besoin de la connaître, elle est dans le document. Il faut être capable, par contre, de la contextualiser, de l'analyser, de la comprendre, de la relier. Et ça, c'est une vraie compétence de savoir-faire qui nécessite de s'être entraîné avant. Donc, cibler les bons objectifs, ça, c'est vraiment une clé qui est importante et à tous les âges. Oui. Est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres apports, questions, compléments, ou est-ce que vous avez faim? Alors, il me reste à vous remercier de votre attention. Ça a été intégralement enregistré, cette présentation. Si certains sont intéressés pour obtenir l'enregistrement, vous m'envoyez un petit mail. J'ai mis mon mail dans le chat à côté. C'est facile, c'est directeur@villapia.fr. Et je vous enverrai sans problème le lien vers la vidéo. Et voilà, il ne faut pas hésiter à partager autant que vous le voudrez. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment fait pour être partagé et pour que le plus grand nombre puisse en profiter parce que, par expérience, hein, encore une fois, je parle là de choses que j'ai expérimentées, validées et qui fonctionnent. Voilà.
Alors, merci à tous, bonne soirée, et puis à une prochaine fois. La prochaine fois, c'est le 20 novembre, et c'est sur la confiance en soi, et ce sera au même endroit, voilà, dans votre salon, si vous y êtes, ou ailleurs, si vous le souhaitez. Et donc, on parcourra justement, voilà, un petit peu plus en détail ce que je vous ai ébauché à peine tout à l'heure sur la confiance en soi et de comment on fait pour la construire et apprendre à s'en servir. Parce que là encore, quand on explique aux élèves et aux enfants et aux adultes comment ça fonctionne, la confiance en soi, eh ben, on devient capable de la maîtriser et d'en être l'auteur principal. Merci à tous, bonne soirée, et puis portez-vous bien, soignez-vous bien surtout. Merci, bonsoir. Bonsoir, merci.